vais introduire la nouvelle plénière sur le leadership africain. Mais d'abord, je voulais vous dire qu'en parallèle aux travaux qui sont là avec les plénières, il y a des labs qui s'organisent actuellement sur l'agritech et sur la mise en relation. Les speed dating sont des labs privés, donc ne partez pas, parce qu'il fallait y aller sur invitation, restez ici. Simplement, ces labs devaient mettre en relation pour la première fois les incubateurs de l'Europe, de la Méditerranée et de l'Afrique. Et c'est dans le studio 1. Des speed dating sont organisés en continu depuis ce matin. Et nous avons un lab privé, agritech, avec la science, la recherche, les startups, l'IRD, le Next Einstein Forum. Et ça se déroule actuellement sur le studio ICE et bien entendu le pavillon 3 où se tiennent, le Imaging Village où se tiennent tous les partenaires exposants. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir notre nouveau panel de haut niveau sur l'émergence du leadership entrepreneurial africain, comment créer un pipeline durable pour les investisseurs par la formation des leaders africains de demain, très complémentaire à ce qu'on vient d'entendre. Et pour cela, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements M. Pierre Buller, président de l'Institut français, qui vient de Paris. Mademoiselle Fatima Nasser, qui vient de Libye, de Tripoli. Monsieur Josiah Kwesi Eyison, qui vient du Ghana, d'Accra, le fondateur de iSpace. Madame Rebecca Harrison, la CEO de African Management Institute du Kenya. Mehdi Alaoui, le fondateur de la Factory du Maroc. Et deux formidables co-animateurs, Fatoumata Magassa, coordinatrice du programme AFIDBA, et Veda Sunasi, qui est le directeur de African Leadership University du Rwanda. Merci. Et Emmanuel Outari, directeur général du réseau Anima. Et j'en profite, non mais c'était fait exprès, j'en profite parce que le réseau Anima, et Emmanuel qui est là, le réseau Anima est partenaire de cette grande session de speed dating avec la Commission européenne. Et le réseau Anima a amené une vingtaine d'incubateurs méditerranéens, une dizaine de startups qui viennent d'Égypte, de Palestine, du Liban. Et c'était très important de le dire aussi. Donc Emmanuel, voilà, c'était fait exprès. Merci, merci. Et bon débat. Merci Samir. Hello everyone, my name is Fatoumata Magassa. I'm the manager of AFIDBA, AFD for Inclusive and Digital Business in Africa, that's dedicated to the support and financing of African startups with very strong social impact. Bonjour, je m'appelle Veda Sunasi, je viens de l'île Maurice. Je suis avec le groupe African Leadership. Mais plus récemment, j'étais le doyen de l'African Leadership University du Rwanda. Et on va parler un peu le franglais aujourd'hui. Ouais. Exactement. Fatoumata, peut-être tu pourrais me cadrer cette session qu'on va avoir dans les prochaines 60 minutes. Tout à fait. Alors j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette session où nous allons parler de l'émergence des leaders africains de demain. Vous savez, en Afrique, on a l'habitude de dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant. De la même manière, on a besoin de tout un écosystème pour élever des leaders. Des leaders qui soient proactifs, des leaders qui soient outillés et des leaders qui soient reconnus dans tous les domaines, y compris en économie. Quelles sont les organisations qui soutiennent les leaders africains de demain? Elles sont multiples. Dans le cadre de cette section, nous allons nous concentrer sur 3 types de leaders. Les universités. Elles sont nombreuses, variées, elles ont des méthodologies différentes et on remarque qu'elles ont des success stories qui ne sont pas nécessairement rapportées sur le continent, malheureusement. Il y a également les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui sont extrêmement nombreuses en Afrique, qui sont de plus en plus nombreuses. Au Nigeria, par exemple, l'an dernier, elles ont augmenté de 40%. Et ce sont des structures qui répondent à un véritable besoin en formation et qui, par ailleurs, contribuent à créer des dynamiques nouvelles sur le continent, avec la création de réseaux d'incubateurs et avec la création de franchises comme Jocolabs. Le 3e type d'acteurs qui contribuent à l'émergence des leaders africains sont les mentors made in Africa. Ce sont des personnes, des entrepreneurs qui ont eu des parcours de réussite et qui aujourd'hui rendent à l'écosystème à travers différentes initiatives. On peut parler de la Tony Elumelu Foundation qui soutient des entrepreneurs sur tout le continent et également Fatoumata Ba, qui est aujourd'hui investisseuse dans différentes startups en Afrique. Ouais.
Merci à Toumata pour cette mise en contexte. Et évidemment, on va passer la prochaine heure à parler d'entrepreneuriat en Afrique. Mais sans perdre de temps, je demanderai à nos invités de s'introduire brièvement et nous parler de votre organisation. On va commencer peut-être par Rebecca. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici. Je vais faire un peu de franglais aussi, un peu comme Veda. Excuse-moi. Voilà. So my name is Rebecca Harrison. I am the co-founder and CEO of the African Management Institute. We enable ambitious businesses across Africa to thrive through practical tools and training. We've so far reached about 25,000 entrepreneurs, managers, leaders, young people across Africa and about 15 countries. So really excited to be here and talk a little bit more about the ecosystem. Bonjour, je suis Emmanuel Noutari, je suis le délégué général donc, du réseau Anima, qui est un grand réseau de coopération économique entre l'Europe et les pays du sud de la Méditerranée, avec quelques pas timides aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Le métier d'Anima, c'est de développer des réponses à des défis, des challenges qu'on rencontre dans les pays d'Afrique du Nord aujourd'hui ou du Moyen-Orient et de l'Afrique demain. Et donc, on est des ingénieurs de solutions en mettant autour de la table de l'expertise, des partenaires, les bénéficiaires, les financements pour construire des solutions. C'est comme ça qu'on s'est attaqué à ce sujet de l'émergence de leaders innovants des entreprises de croissance ou du financement de l'innovation il y a déjà plusieurs années, et notamment dans une initiative qu'on a actuellement et qui m'amène sur cette estrade qui s'appelle The Next Society et qui, comme son nom l'indique, entend construire la nouvelle génération des entrepreneurs qui vont changer le monde à partir de l'Afrique du Nord. Bonjour tout le monde, Mehdi Alaoui. Je suis entrepreneur depuis 18 ans. J'ai eu l'opportunité de lancer pas mal de startups, bien évidemment avec pas mal d'échecs et quelques belles réussites. Et j'ai fondé il y a 3 ans maintenant la Factory, qui est un tech hub qui a pour objectif d'accélérer la collaboration entre les startups et les grands groupes et d'apporter, on va dire, un vrai souple aux entrepreneurs. Pierre Buller, je suis le président de l'Institut français, qui est l'opérateur de l'action culturelle extérieure de la France. Alors, action culturelle, ça va bien au-delà de la culture stricto sensu, puisque c'est un domaine qui embrasse les questions d'éducation également, et le soutien aux jeunes entrepreneuriats innovants en Afrique et dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Je vous en dirai davantage tout à l'heure. Hi, my name is Fatima Nasser. I'm the managing director of Other Development. We have a project called Yummy that helps women who have home-based businesses to expand and sustain their business in Libya. My name is Josiah Aisen from Ghana, CEO of iSpace, a tech and innovation hub based in Accra. Work with a lot of entrepreneurs, but mainly focus on female tech founders. Merci. Très bien, nous allons commencer avec une question pour l'Institut français. Que pouvez-vous nous dire de vos actions pour soutenir l'émergence des leaders africains de demain ? Alors, je vous ai un peu parlé de ces projets. Nous avons d'abord un premier projet qui est né dans le sillage des printemps arabes, qui s'appelait Saphir Lab, donc à partir de 2012, et qui consistait à trouver, sélectionner, accompagner quelques 25 jeunes entrepreneurs innovants dans le domaine de l'économie sociale, solidaire, dans l'économie culturelle également. Et c'est un programme qui a rencontré un succès considérable, puisque pour 25 jeunes accompagnés chaque année, donc, nous sommes aujourd'hui pratiquement à 1400 candidatures. Donc un programme extrêmement sélectif qui consistait en un accompagnement d'abord par un déplacement en France, et puis pendant 9 mois sur le terrain grâce à des incubateurs. Alors ce programme a au fil des années évolué. Nous nous sommes rendus compte que un rôle essentiel était joué par les incubateurs sur place. Et nous avions donc un réseau d'incubateurs dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, donc une sorte de grand arc qui va depuis le Yémen, en passant par le Liban jusqu'à la Mauritanie.
Et donc ce programme a eu avec son succès considérable, nos amis du Goethe Institute nous ont proposé d'en faire une version pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc nous avons identifié 5 pays d'Afrique de l'Ouest, 2 anglophones, 2 francophones et un bilingue, le Cameroun, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana et le Nigeria. Et donc nous avons lancé ce programme. Alors là, le succès a été encore plus considérable, puisque pour accompagner quelques 15 jeunes entrepreneurs dans leur démarche, nous avons reçu près de 3000 candidatures pour la première année. Et donc on sentait d'abord le besoin considérable et le défi pour nous. Et donc nous avons également fait valoir cette expertise auprès de l'Union européenne. Et il se trouve que l'Union européenne, la DG Voisinage, a émis un appel à proposition, un appel à projet récemment, assez proche de ce que nous faisions avec Saphir Lab. Et donc nous avons répondu, nous avons remporté, en tout cas a priori, nous avons remporté ce projet. Il n'est pas tout à fait finalisé sur le plan formel. C'est un projet beaucoup plus ambitieux qui va se reposer sur un ensemble d'actions, en direction des incubateurs, mais aussi des universités de la région. Alors c'est un programme qui s'applique aux 3 pays du Machrek, Égypte, Jordanie, Liban, ainsi que la Libye, mais avec la diaspora. Et donc, un projet dont l'exécution sera appuyée sur des incubateurs, sur des organisations de la société civile, des universités, je l'ai mentionné, et qui va nous permettre d'ajuster mieux les formations aux besoins d'insertion sur le marché du travail. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, comme le temps est un peu limité, quand même, je voudrais saluer, j'ai parlé de ces 2 projets, mais nous avons 2 partenaires, ou même une lauréate, puisque Fatima a été lauréate du projet Saphir Lab il y a 2 ans, et déjà elle est aujourd'hui mondialement connue. Et je comprends qu'elle est le mentor ici, you're the mentor here for the Emerging Valley. Et je voudrais saluer également Joshia, qui dirige un incubateur au Ghana, qui est un de nos partenaires dans ce projet Ayada Lab. Et ils auront l'occasion de parler de leur expérience. Et je pense que vous pourrez visualiser, vous pourrez avoir une perception, une appréhension beaucoup plus concrète des effets, et des effets très positifs de ces modalités par lesquelles, au fond, nous cherchons à faire émerger les jeunes leaders. Alors, ce qui je crois, est important aussi, c'est d'assurer un certain suivi après. Une fois que ces lauréats ont été identifiés, qu'ils ont créé leur entreprise, et certains, comme Fatima, mais d'autres aussi, ce sont vraiment des success stories. Et ce que nous essayons de faire, c'est que nous essayons de travailler avec nos partenaires, que peuvent être l'AFD, parce que l'AFD, Bertrand Valkener a mentionné l'apport en financement que pouvait apporter l'agence directement ou par des fonds à ces entreprises. Il se trouve qu'il y a un mois, j'étais à la Banque mondiale, j'ai présenté le projet Saphir Lab à la direction ANMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient de la Banque mondiale. Ils l'ignoraient. Donc, je leur ai fait passer la liste de nos incubateurs pour que les fonds financés par la Banque mondiale pour accompagner le développement du secteur privé et la SFI également, Société financière internationale, soient informés et connaissent ces jeunes qui ont été sélectionnés pour leur qualité et pour leur talent. Et je peux vous assurer j'ai eu une réaction extrêmement positive de leur part. Voilà, je m'arrête là, mais on aura peut-être... Je veux juste préciser que c'est une coïncidence qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre. We'll come back to you guys and we'll tell your stories in a second. Mais restons dans le cadre incubateur ou pas. Mehdi, vous avez fondé la Factory en 2017. Et récemment, vous avez dit que la Factory, c'est ni un incubateur ni un accélérateur.
Et pourtant, la Factory, vous êtes en train de soutenir des startups. Alors, dites-nous, c'est quoi exactement la Factory et en quoi est-ce que vous vous différenciez des incubateurs et des accélérateurs? Merci. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on est exactement. Par contre, on connaît notre mission. Notre mission fondamentale est au fait justement d'accélérer cette collaboration entre des startups et des grands groupes de manière très très pragmatique. Je m'explique. Aujourd'hui, les startups ont davantage besoin, on va dire, de contrats clients que de financement. Parce que le financement, il va venir une fois qu'il y a de la traction et qu'il y a du déploiement sur le terrain. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'aider les startups à trouver le market fit, à déployer leur innovation auprès de grands groupes. Alors, on travaille exclusivement avec des startups qui sont dans le digital et la technologie et qui ont des solutions pour le B2B. Et donc, définitivement, on va les aider à trouver des grands comptes qui sont en phase de transformation digitale. Comme vous le savez, tous les grands comptes aujourd'hui ont besoin en fait, de se transformer digitalement, ont besoin d'innover. Et ils ont du mal à le faire en interne. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. En moyenne, pour un projet très très simple, ça prend 2-3 ans et ça coûte extrêmement cher. Alors que de l'autre côté, on a des jeunes qui sont extrêmement motivés, qui ont les yeux qui brillent, la rage de rechanger des choses et ce potentiel n'est pas exploité. Et donc la Factory joue ce rôle, on va dire, de tiers de confiance entre ces grands groupes et ces startups pour leur permettre aux startups de déployer leur innovation auprès de grands comptes et ils sont payés pour ça. Et l'idée, c'est de dire, voilà, comment on va aider la startup à débloquer son premier bon de commande, peut-être son deuxième, et après, ça va aller tout seul. Alors, comment on le fait concrètement? On va le faire à travers, on va dire, 3 actions. Une première action, effectivement, et là, je vais revenir sur les incubateurs accélérateurs, donc c'est des programmes d'accompagnement. Donc, c'est de l'incubation, c'est de l'accélération, c'est des programmes qui permettent d'élever le niveau de la startup, de la doter de soft skills et de l'aider au fait à trouver le market fit. La deuxième étape qui est extrêmement importante et qui est le cœur du dispositif, ce sont des programmes d'open innovation. Donc, et là, on va travailler donc, avec le grand groupe, d'abord pour identifier ses pain points et ses problématiques. S'assurer que la vision du top management va permettre un déploiement réel avec les startups. Et on va lancer des challenges sur lesquels on va aller sourcer des startups, sélectionner peut-être une dizaine, une quinzaine, les faire travailler pendant des hackathons, pendant des bootcamps ou d'autres dispositifs avec les experts métiers de la corporate pour finaliser et personnaliser les solutions aux besoins de la corporate. Et après, c'est la partie la plus compliquée, la plus difficile, on va jouer le rôle, on va dire, de chef de projet ou de Scrum Master entre la startup et le grand groupe pour que la solution soit déployée. Je vais partager avec vous quelques chiffres. En 3 ans, il y a eu plus de 100 contrats qui ont été signés entre des startups et des grands groupes. Et ça a représenté, on va dire, un chiffre d'affaires à peu près de 3,5 millions d'euros en faveur des startups. Bien évidemment, on n'a pas, on va dire, été à la source de l'ensemble de ces contrats, mais on a initié le 1/4 et le reste est venu tout seul parce qu'à partir du moment où la startup a son premier déploiement ou son deuxième, en fait, les grands groupes vont commencer à lui faire confiance naturellement. Et le dernier dispositif qui est aussi extrêmement important, c'est le financement. Donc, avec pas mal de partenariats avec des acteurs de l'écosystème, on a développé des passerelles pour pouvoir justement financer les startups à travers du microcrédit, de la dette, des subventions. On travaille aussi avec des fonds d'investissement, mais on a aussi créé un groupe de business angels qui s'appelle Angels for Africa, dans lequel il y a aujourd'hui une trentaine d'investisseurs qui viennent des 4 coins du monde et qui ont pour objectif justement d'investir des startups à l'échelle africaine. Je pense que la composante business angel est extrêmement importante parce que en fait, c'est le noyau qui manque aujourd'hui en Afrique et c'est ce qui permet justement d'aider les startups à élever le niveau et de créer aussi du deal flow intéressant pour les fonds d'investissement. J'aimerais, avant juste de finir, revenir en fait à votre question initiale. Comment en fait justement créer des leaders africains? Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important que l'Afrique fasse confiance à sa jeunesse. Et ça passera par les entreprises africaines qui doivent ouvrir les portes à ces jeunes et leur faire confiance. Le risque est très minimal parce que le risque de travailler avec une start-up in fine, ce sont on va dire des contrats qui vont aller de 30 000 à 50 000 euros. C'est pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on va créer en contrepartie? C'est énorme. C'est donner la possibilité à un jeune, on va dire, de créer son emploi, de créer d'emplois autour de lui, de devenir un rôle modèle, d'inspirer d'autres. Et en fait, c'est comme ça qu'on va créer un écosystème. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, et on est dans un sommet France-Afrique, je pense que la meilleure chose, on va dire, que la France et l'Europe peuvent faire, on va dire, pour l'Afrique, c'est pas forcément les financements, c'est pas forcément les dons, mais c'est plutôt des contrats.
Aujourd'hui, il y a plein de grandes entreprises européennes qui ont besoin d'innover. Les talents sont rares, alors que de l'autre côté, il y a des talents qui ont faim, dans le bon sens du terme, qui ont envie de changer les choses. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. Et ce partenariat gagnant-gagnant passera obligatoirement par des contrats et de l'innovation africaine qui sert le marché européen et africain. Now that we've heard from someone who works with the ecosystem, maybe let's ask an entrepreneur, someone who's benefited from that type of services. So Fatoum, as an entrepreneur, why did you choose to get supported by that type of organization? And since we have lots of entrepreneurs here in the room, what would you advise them if they're looking for organizations, programs that can support them? So first of all, as an entrepreneur, you're bound to make mistakes and you're bound to learn from them. But the first thing that you need to think about is how to minimize those mistakes or risks. So you have to acquire enough knowledge before you start doing anything. When we started the company, we had no idea what we were doing. We wanted to help women, and we had this idea of starting a project called Yummy. But we did not know anything about what is entrepreneurship, what's the legal side of the company, how can I reach customers, what is marketing. So we started to look for sources or ways to acquire enough knowledge and acquire enough experience for us to not destroy the whole thing before it even began. So one of the programs that we participated in was Safir Lab, and it was a great opportunity because we got to see we got to have the expertise, and we got to have the network, which is the most important thing as well, from all over the Middle East, and also from France and from other parts of Europe. So that helped a lot, and we're still in contact, and we're still helping each other, and we had some mentors as well. The follow-up stage was great. So I believe that the experience that other people have, the ones that have been for years in this field or in this program, we're just looking as it's not an easy way in, but it's very nice if somebody like just gave you all the knowledge that they have on a plate and you can use it, and it can help a lot. So I would advise entrepreneurs to look at the stage that they're in. Are they in the beginning? Are they in the middle of it? Are they launching? And determine what exactly do they need. Do I need investors? Do I need knowledge? Do I have enough knowledge to go look for money? Because this is actually another mistake that entrepreneurs do. They look for money before they as we say, like stand their grounds and make sure that the product is viable, make sure that it works. So yeah, I would say look at the state that you're in, and then ask specifically for what you want and where you want to go, so it can be more helpful. Thank you. So, Rebecca, I want to turn my attention to you. We've heard from Pierre about how they scout for talent all over the continent. Mehdi tells us he sets up infrastructure to support them. We've heard from an entrepreneur who benefits from those structures. Mehdi mentioned something earlier about soft skills, and it seems to me that you are in the business of identifying a big need and gap on the continent that many of us face, which is to really make sure that we are able to create enterprises and people who are in enterprises can operate at a world-class level. Tell us a bit more about that gap that you've identified and how AMI is trying to fill that gap in its preparation of leaders and entrepreneurs on the continent. Great, thanks, Veda. So I guess I'm wearing two hats here. One as an entrepreneurial leader in Africa. So we founded AMI about 6 years ago with a big vision for supporting ambitious businesses across the continent to thrive, to grow, and to create jobs. So that was our big vision. We didn't really know how we were going to do it 6 years ago, but we've been on this journey to figure out a methodology that works and that works at scale. And then I guess the other hat that I'm
wearing is as someone who's working in the ecosystem to build entrepreneurial leadership. So the gap that we saw when we started AMI was really around management capacity. We felt at the time there was the beginnings of a kind of startup ecosystem. There were some great universities doing some interesting things around academics, but we felt there was a real gap for an approach to building management and leadership capacity, both at the level of the entrepreneur, but also the teams underneath them, to be able to get things done. So to do your job more effectively, build your businesses, really embed the kind of habits and practices that build good businesses. And so our vision was to develop an approach that was three things. So one is intensely practical. So we don't do diplomas, degrees, letters after your name, anything like that. We really work with entrepreneurs and their teams to provide the tools that will lead to good habits in their business. So that's the first thing, really intensely practical. The second was scalable. So again, we identified these pockets of excellence where there are people running really good incubators or accelerators for maybe kind of 20 entrepreneurs a year, and that's really necessary and really good work. We felt that if we really want to move the needle around job creation and business building on the continent, we needed to be more ambitious and we needed to design for scale. So we have a methodology that combines online learning through a mobile app. We've just launched our mobile app. You'll find it on Google Play in about a week. Take a look. But a mobile app that delivers, again, really intensely practical tools that are relevant for the businesses that we work with. And then we combine that with experiential workshops where entrepreneurs and their teams are able to come together and network with other entrepreneurs, hold each other accountable to actually applying what they learn in the business. And then the third piece is application. So we call them hit and run workshops. I don't know if anyone's ever been to one of those, where you go to a workshop, you arrive, you're in a room that's perhaps a little bit overheated, and you have a very enthusiastic presenter who wants to take you through 43 slides, all in size font 10, to impart his or her knowledge on a particular subject. And what normally happens at the end of the day is you might have a big stack of notes full of information, and typically that goes on the top shelf and it gathers dust for the next year. And the data backs up this experience. So in fact, we forget about 80% of what we learn in a workshop if we don't apply it immediately. So our methodology is really based around accompanying entrepreneurs and their teams over a series of months to apply key practices and habits in their businesses so they're really embedded by the end of the program. So that was, sorry, where was I? I was on three things: practical, scalable. So the scale comes from combining technology with the in-person. And then the third piece is locally relevant. So when we started AMI, there were a lot of programs that had originated from outside the continent, a fly-in, fly-out kind of model, which again, it's really useful. There's lots that we can learn from what's going on internationally, but we felt there was a need for an approach and content that's really rooted locally. So I'm the least African person on my team. The rest of our team are local, really, and have a direct experience of doing business in these kind of dynamic and sometimes challenging markets. So yeah, so practical, locally relevant, and scalable. So lesson here is whatever you just said, we need to implement right away, otherwise we're going to forget all of it. All right. Yeah. Did you get that, audience? Peut-être qu'on pourrait maintenant écouter le point de vue d'un investisseur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos activités qui permettent de contribuer à l'émergence des leaders africains de demain? Merci. On n'est pas investisseur, on est un réseau de promotion de l'investissement. Donc on essaie de faire venir les investisseurs vers le sud de la Méditerranée. Je salue d'ailleurs mon président, Abdelkader Bettari, qui est ici, qui interviendra demain matin, qui représente l'agence de l'Oriental, qui est la grande agence qui s'occupe du développement de tout l'Est du Maroc. Voilà, et on est un réseau de 70 organisations comme ça dans 18 pays. Ça fait longtemps qu'on travaille sur la promotion de l'investissement. Et effectivement, dans les constats qu'on faisait,
les défis qui arrivaient, c'est un peu ce dont vous parliez, c'est le fait que en 2025, 80 millions de Méditerranéens auront des problèmes d'accès à l'eau. En 2050, 75% de la population sera en ville. On a chaque année 3 millions de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail dans ces pays-là. On a 6% de la population mondiale au sud de la Méditerranée qui importe 30% du blé mondial. Donc un problème de sécurité alimentaire qui est complètement hallucinant. Tous ces défis, on s'est dit, c'est pas le public qui va les régler, c'est pas les organisations internationales qui vont les régler, c'est évidemment des solutions endogènes, entrepreneuriales, de leaders locaux qui vont répondre à ces problèmes-là. Pourquoi ? Parce que la façon dont on pense de l'extérieur de ces marchés, c'est probablement pas la bonne. Le PIB par habitant au sud de la Méditerranée, il est 10 fois inférieur que celui du nord. Donc on n'a pas la même façon de répondre aux problèmes. On n'a pas le même argent pour répondre aux problèmes. Et donc on va trouver des solutions qui sont plus smart, qui sont différentes. Voilà. Et The Next Society, l'initiative qu'on a mis sur les fonds baptismaux en 2017, c'est ça. C'est de se dire, on va travailler avec les entrepreneurs sud-méditerranéens et répondre à ces grands défis sociaux, de développement durable, environnementaux, auxquels fait face le sud de la Méditerranée. Et on a lancé une initiative qui articule un accélérateur start-up. Je salue Raphaël Cohen qui est là, qui est la manager de notre programme Start-up et Tech Hub dans The Next Society. Si tu veux dire bonjour, comme ça on te verra. Un accélérateur start-up, un programme de tech transfert, donc c'est de faire sortir des labos de Méditerranée des solutions par rapport à ces grands défis et les amener vers les entreprises, et un programme pour les tech hubs de mentorat, de jumelage, et la plupart de nos partenaires sont d'ailleurs dans la salle à côté en train de réseauter et de trouver des partenaires pour à la fois internationaliser leur start-up et puis apprendre les uns des autres. Voilà. Donc aujourd'hui on a accompagné on a à peu près 40 start-up par an, donc à peu près 150 start-up aujourd'hui dans l'ensemble de nos programmes. Donc notre ambition, c'est pas tout à fait d'amener un pipeline aux investisseurs. Notre ambition, c'est de créer de l'emploi, c'est de répondre à ces grands défis. L'investissement, c'est vrai que c'est un grand sujet. Sur les 150 startups qu'on a, on estime qu'on a à peu près une vingtaine seulement qui sont prêtes pour aller se faire investir. Ça ne veut pas dire que les autres, elles sont à jeter. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire en amont, ou alors qu'elles n'ont pas besoin de financement, ou pas besoin en tout cas d'investissement, parce que ça peut être des spin-offs d'entreprises qui existent. Voilà. Donc il ne faut pas réduire le débat à juste aller chercher un investisseur, même si c'est important. Néanmoins, un bon projet, c'est un bon leader, mais c'est aussi une bonne idée qui rencontre un marché au bon moment. C'est une bonne équipe et qui suit un plan d'exécution qui soit parfait. Donc le leader, c'est une des données de l'équation. C'est très important, c'est probablement une des données clés, mais c'est une des données de l'équation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après juste quelques années d'expérience, je me dis qu'il faut peut-être aussi challenger nos façons de travailler, en tout cas pour ce qui nous concerne, et peut-être déconnecter la recherche des leaders de la recherche des projets. Parce que la chance d'avoir un bon leader qui a le bon projet pour le bon marché et qui trouve le bon investisseur au même moment, c'est quand même beaucoup de chance. Et donc on a des chances que ça ne se passe pas. Alors que si on a des bons projets qui naissent par des opportunités qui peuvent être variées, j'entendais quelqu'un parler de la responsabilité des autorités publiques qui peuvent mettre sur le marché des challenges parce qu'elles ont des besoins et faire bosser des startups sur ces sujets-là. Mehdi, il fait de l'open innovation, c'est des grands groupes qui mettent des challenges sur la table et c'est des leaders qui viennent s'en saisir. Donc voilà. Donc, à mon avis, déconnecter la génération de projets des leaders qui eux aussi doivent être formés et connecter ces leaders avec les projets parce qu'il ne faut pas attendre que les leaders amènent eux-mêmes les projets qui vont changer le monde. Voilà. Josiah, I don't know if you understood all of this, but essentially what he's saying is the leader alone is not sufficient. The leader with the right opportunities at the right time, with the right idea, is the full equation. And I think sitting in front of us right now is the right leader with the right idea, with the right opportunity. We've been hearing, so far the narrative says that there is an increase in startups and support structures for startups. And leveraging your own experience setting up iSpace and from what you've observed being in that marketplace for a while and being the good leader with the right idea, with the right opportunities, tell us a bit more about what are the first lessons we can draw from this journey so far that we're seeing in Africa
of startups? Okay, thank you for being here. I think it depends on what environment you're in. So in the context of Ghana, a lot of us had to build those systems intentionally. So it's never the whole chicken and egg situation. I just look at it as a farm, right? You first put an incubator together, but as a farmer, you need to know that after the chicken is hatched, you need to sell it somewhere. So when you build an incubator, it's not just sitting and waiting for entrepreneurs to then come to your incubator, right? First of all, an incubator has to respond to the need of the entrepreneur. But then we have to work with government. We have to work with banks. We have to work with investments. All of these other things. And it's things that we have to go out and build ourselves. And most of us that term leaders, we are fortunate enough that we come from an environment that we've seen what is possible. So, you know, growing up in London, I've seen the needs that entrepreneurs need in that sense. So then that enabled me and my partners to be able to kind of build that beforehand. So we became very proactive. It's difficult because we don't have a lot of, let's say, VCs in our ecosystem. So we then rely on partners like, you know, I had a program where, the Institute of Français that helped, you know, kind of fund some of these startups for us. See, so it depends, again, in the environment that you're working in and what you have to work with. And I think as an incubator, you just have to be very proactive, go out, build these connections. Government is very difficult to work with, we know, but you still have to work with them. For me, I actually also work with entrepreneurs. That's literally run workshops for them. Because some of them, our education system is not the greatest. So they come to your hub and they don't even know what a basic business model canvas is, right? So you can't just sit there as a hub and say, okay, well, I just give you a desk for you to work in. We have to run programs specifically for that. 2 weeks ago, I traveled up north to Ghana and literally for 2 weeks teaching other entrepreneurs that are not in the city about building their business model canvas, how to build MVPs and stuff. So as leaders, we just cannot sit down. We have to impact knowledge, whatever that means. But whatever it is that you already know, find people that don't know that and then help them do that. So I think working with right partners is also very helpful. And whatever environment you're in, networking, building partnerships, stakeholder is very, very key in what it is that we do. So leadership is not just about what you know. It's more about impacting that into other people in that sense. So, yeah. So you're optimistic about the landscape right now in Africa in the entrepreneurship space? Yeah, I mean, for me, I think, okay, so we should not think we can entrepreneur ourselves out of the situation that we have in Africa, because entrepreneurship is not a joke. It's a serious thing, and a lot of people getting depressed. Even, let's say in Europe, with all the money, the billions that they invest in entrepreneurs, people getting depressed doing it. So can you imagine in an environment where you don't have investment, you don't have the right resources? So yes, entrepreneurship is great. A lot of us are responding to the social needs. So infrastructure, we need to build infrastructure. And when it comes to telecoms, data is expensive. So even if you're doing digital marketing, for example, in Ghana, your videos have to be about 30 seconds. So, because anything more than that, I'm not using my data to watch your video. So in that sense, you have to be creative. So it's a different ball game in Africa. So I think, yes, it's good to see the Africans trying to solve their own problems, but we should not just sit there and think, oh, great, that is the antidote, or what should I say, the silver bullet to our problems and, in this case. So entrepreneurship is great, but we also need support in that sense. Je pense qu'on a le temps de faire un deuxième tour de questions. Voilà, Rapide. on va commencer un deuxième tour de questions à chacun d'entre vous. J'aimerais bien qu'on essaie de parler d'opportunités, puisque c'est important de parler de leader, mais pour être un leader, il faut aussi avoir des opportunités. On sait par exemple qu'un tiers des ingénieurs de la Silicon Valley sont nés à l'étranger, et on sait que le brain drain, la fuite des cerveaux, impacte vraiment énormément l'Afrique. Donc j'ai une question pour le représentant de l'Institut français. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des opportunités en Afrique pour les jeunes et essayer de limiter ce phénomène de brain drain, de fuite des cerveaux? Oui, alors le brain drain, c'est un phénomène qui n'est pas limité à l'Afrique. Vous avez même en Europe, souvent on déplore un brain drain vers les États-Unis. Et je crois que ce qui est important, c'est que
les flux se fassent dans les deux sens et qu'il y ait également des opportunités justement qui apparaissent sur les territoires africains d'où sont peut-être venus les étudiants pour qu'ils y reviennent. Si je comprends bien, Joshua est allé étudier, je crois, au Royaume-Uni et est revenu dans son pays. Peut-être il pourra nous en dire quelques mots. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir des écosystèmes. Oh, ouais, pardon. Donc, je dis, Joshua est allé étudier au Nord et est revenu dans son pays pour justement créer cet incubateur au Ghana. Et peut-être pourra-t-il nous en dire quelques mots. Non, j'ai entendu à plusieurs reprises le terme d'écosystème. Et je pense que c'est une très bonne définition de la structure qui nous apparaît la plus pertinente justement pour permettre à ces jeunes pousses, enfin à des individus de créer des entreprises, à des leaders d'émerger. Et c'est d'ailleurs le sens de notre démarche. Nous sommes partis au fond initialement de le modèle Saphir Lab dans sa première version, c'était on trouvait des individus et on les accompagnait dans leur projet. On s'est rendu compte que l'efficacité maximale était justement avec ces structures, ces incubateurs qui sont au plus près de la demande, comme c'est le cas de Joshua, de son incubateur au Ghana, et donc de travailler avec eux pour développer cet écosystème et offrir justement des opportunités à des jeunes qui veulent se lancer et qui ne trouvent pas toujours nécessairement dans l'environnement universitaire. Tout à l'heure, un des précédents intervenants soulignait à quel point, je crois qu'il était de Mauritanie, il soulignait à quel point les systèmes éducatifs étaient au fond assez inadaptés par les disciplines enseignées, inadaptés aux besoins du marché du travail. Je pense que, et là, ce n'est pas seulement le cas en Afrique, c'est aussi le cas certainement en France et en Europe. Vous avez des établissements d'enseignement supérieur qui sont souvent dans leur logique et la connexion, la corrélation avec les besoins du marché du travail est laborieuse et ce qui se traduit souvent par des taux de chômage élevés. Je crois que un des exemples que je voudrais citer, c'est qu'au Maroc, les diplômés sont au chômage à hauteur de 25%, alors que les non-diplômés le sont nettement moins. Donc ce que nous essayons de faire, là j'ai cité ce programme Saphir que nous sommes en train de bâtir avec la Commission européenne, un des éléments de ce programme, dans ces 7 pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord que j'ai cités, c'est d'implanter des cellules, ou je ne sais pas quel est le terme exact, incubateurs, dans une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur pour précisément faire cette interface entre l'enseignement et le marché du travail, pour leur faire toucher du doigt et aux étudiants et au corps enseignant la nécessité, au fond, d'adapter leur offre d'enseignement aux besoins du marché du travail. Je pense que ça, c'est un travail de longue haleine. Bon, nous nous y emploierons avec ces moyens que j'ai mentionnés, mais certainement, c'est une dimension importante de l'action publique aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une influence dans la décision auprès des décideurs du continent africain dans son ensemble. Je crois que ça, c'est un point extrêmement important à souligner dans les politiques publiques d'enseignement supérieur. Merci. Restons dans le cadre écosystème. Je vais me retourner vers Mehdi. Un des joueurs le plus important dans l'écosystème, c'est évidemment le financement. Et vous avez parlé un peu de financement, et on était justement tous les deux hier à SIBC, et presque tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés, ils nous disent que trouver du financement, c'est presque impossible. Et justement, on parlait un peu hier soir, et vous mentionnez que vous avez expérimenté avec des méthodes de financement assez intéressantes. Parlez-nous un peu plus. Très bien, merci. Peut-être avant de parler de financement, je voudrais revenir sur cette notion d'écosystème. Alors, aujourd'hui, en Afrique, il y a à peu près plus de 650 tech hubs, incubateurs, accélérateurs et tech hubs. Et aujourd'hui, moi, j'ai une question vraiment fondamentale que je me pose.
en regardant un petit peu cette structure, en fait, 90% de ces institutions, en fait, aujourd'hui, reçoivent des grants et sont dopées par des investissements. Souvent, en fait, ils sont créés par, on va dire, des personnes qui ont envie de faire du give back, qui ont envie de donner, mais ils n'étaient pas entrepreneurs à la base. Souvent, en fait, les coachs qui sont en fait, dans ces institutions ne sont pas formés. Et moi, je me pose cette question-là, comment aujourd'hui on peut créer un écosystème sustainable et durable à partir du moment où voilà, ce n'est pas réellement structuré. Et je pense que voilà, pour pouvoir structurer cet écosystème, il est fondamental en fait, de labelliser en fait, ces incubateurs, accélérateurs et tech hubs et de former avec des certificats les coachs. Parce que sans ça, comment on va pouvoir en fait aider des entrepreneurs si nous-mêmes nous n'étions pas entrepreneurs ou on est, on va dire, préparés à cela. Bien évidemment, ça c'est pour moi un point fondamental. L'étape de financement, à mon sens, est un, on va dire, l'ensemble des entrepreneurs dans un premier temps et dans leur esprit, la success story c'est lever des fonds, alors que la réalité est complètement différente. Lever des fonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver un investisseur qui va investir dans le capital d'une entreprise et il attend en fait un retour sur investissement, on va dire avec un niveau qui est assez intéressant. Mais si l'entrepreneur n'a pas déjà prouvé que son produit est opérationnel, qu'il a été déjà acheté plusieurs fois, ben, l'investisseur il va pas pouvoir se projeter. Et c'est là en fait où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il est fondamental dans un premier temps d'aider l'entrepreneur à trouver son marché. Souvent, il va venir avec une idée, il doit pivoter un certain nombre de fois pour trouver son market fit et répondre à un vrai besoin. Et là aussi, sans ça, il n'y aura pas de financement. Et sur la partie du financement, effectivement, aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui financent de différentes manières. Il y a pas mal de fonds d'investissement aujourd'hui qui s'installent en Afrique. C'est vrai que c'est encore très très pauvre. En 2018, les startups ont levé 254 milliards de dollars dans le monde. Malheureusement, il n'y a que 1 milliard, on va dire, qui a été, on va dire, investi en Afrique. Le gap, il est énorme. On ne va pas pouvoir, en fait, on va dire, le régler en 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Ça prendra beaucoup plus de temps. Mais pour pouvoir aller un peu plus vite, justement, moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il est fondamental de démarrer par trouver des clients importants qui permettent à la start-up de générer son propre financement. Il n'y a pas mieux que de se financer par le client. Et après, le financement va devenir très très simple, parce qu'à partir du moment où des startups qui ont des clients génèrent du revenu, ben c'est les investisseurs qui vont venir les voir, ils vont leur demander de rentrer dans leur capital, et ça va devenir beaucoup plus facile. Donc voilà. Dernier point, je vais revenir sur la notion de business angel, et c'est comme ça en fait que l'écosystème de Silicon Valley s'est structuré. C'est parce qu'il y a des gens qui ont réussi, qui ont réinvesti dans la génération d'après. Au-delà de l'argent, ils ont apporté du coaching, du networking, et ça, c'est ce qui a permis en fait aux startups de se développer avant d'aller toquer les portes justement des fonds d'investissement. Et je pense qu'aujourd'hui en Afrique, c'est encore un point qui n'est absolument pas très très bien développé. Et à mon sens, c'est la première, on va dire, couche sur laquelle il faut vraiment vraiment travailler. Et c'est celle-là qui va permettre, on va dire, d'attirer plus de fonds d'investissement plus importants à venir s'installer en Afrique et aussi donc ouvrir et faciliter la vie aux startups. Dernier point, c'est aussi le rôle de la diaspora. La diaspora, en fait, a un rôle qui est extrêmement important parce qu'elle permet, en fait, justement, aux différents pays africains d'attirer les grands investissements, les grandes multinationales, des Microsoft, des Amazon, des Facebook. Ils sont aujourd'hui venus s'installer dans, on va dire, l'Afrique anglophone, au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, parce que leur diaspora joue le rôle. Et j'invite justement aussi la diaspora, on va dire, africaine francophone, de jouer ce rôle-là, parce que c'est extrêmement important. Et c'est comme ça, en fait, que cet écosystème va se créer. Malheureusement, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'avant qu'on crée un écosystème, on a d'abord un écosystème. Ces acteurs, en fait, d'abord, ils commencent à se battre entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas, en réalité, un business model qui est structuré. Ils dépendent de sponsoring, ils dépendent, on va dire, de dons. Et ça, ce n'est pas soutenable et ce n'est pas durable
ces 650 tech hubs qui existent aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'en aura qu'une centaine qui vont résister. C'est pour cela que je les invite aussi à développer un business model qui soit durable dans le temps, parce que l'investissement, au bout de 2-3 ans, on va dire, il est épuisé, et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Voilà quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Merci. Fatou. Merci. Now that we've heard from someone who supports investments with regards to startups, Fatoum, you told us earlier some pieces of advice that you had for entrepreneurs as they were looking for supports with organizations. So as an entrepreneur who's met with investors last year here at Social Inclusive Business Camp, is there something that you wished that the ecosystem would do for you and different entrepreneurs to support you with your fundraising, and what are the types of best practices that you would recommend the ecosystem to adopt to better support you? In terms of finance? Yes. Okay, so back to the main point. Gathering money or fundraising and having investors has to be, I'm just emphasizing on this, has to be in a later stage. We, as a company, we were rapidly growing, but when we needed and when we got to the point where we needed, grants and stuff like that, the ecosystem that there's in Libya, the international community that's helping Libya to overcome the challenges and the obstacles and promoting entrepreneurship are doing what I think is actually wrong at this stage. They're pushing entrepreneurship and they're pushing people to take loans from the bank, and they're telling them you can start your business by taking this grant so you can expand and grow and etc. So I've faced a lot of organizations there in Libya that offer solutions, money solutions that you can take, that have contracts with other banks, telling me that I need to take a loan from this bank and they can help me, go through it, which I think is very wrong. And I'm still preaching to entrepreneurs that if you are starting your business and you think you're at the stage where you need to fundraise, do not do it in a way that would be more risky. I mean, yes, take risks, but be smart about it. I wish there was somebody that would be more realistic to entrepreneurs instead of abolishing this idea of entrepreneurship and doing and making them the hero. Yeah, we cannot get entrepreneur our way out of our problems, as you said. I like that. I just more realistic ecosystem that it's built on the basis and looking and not taking or not importing the models are from the outside and applying them to your country. Just look at your country, look at the environment that you're in, and built on that basis. Even financially, it needs to be smart choices, and smart coaching as well. Mm-hmm. Yeah. Thank you. I'm going to stay in that sphere of ecosystem. Rebecca, you've worked with over 25,000 leaders, entrepreneurs, managers in Africa. Quickly, biggest opportunity, biggest challenge in the ecosystem right now in Africa? Great, thanks. I'll start with the challenge. So this is perhaps a little bit controversial in this context, but it's always good to be controversial on a panel, makes it more interesting. We've seen a lot of resources go into the startup world, and a little bit, I think what Josiah and Fatuma are talking about, this kind of hero-preneurship, which is very high risk, can't be done at scale, and sometimes I think we're yet to see fully the extent of the impact per dollar invested in that part of the ecosystem. At AMI, we do work there, but where we're really excited actually is more around slightly more established SMEs that have been around for a few years, that are in non-glamorous sectors. So not trying to be the next Facebook or the next Amazon, but running a really good chain of restaurants in Kigali,
or running a series of moto repair shops in Nairobi, or whatever it might be. So meeting real needs in local markets and delivering quality. We think there's a challenge in that there's not enough resources going into this part of the ecosystem. We think it's an opportunity because that's where jobs are created. So that's where we're really excited, and we're doing a lot of work there. Just another opportunity, I think, is around helping entrepreneurs not just to understand their businesses. That's definitely a need. A lot of the entrepreneurs that come into our programs are full of ideas. They don't need new ideas. They need to understand how money flows through their businesses, in fact, and how to make it work. So there's definitely a need for business tools, but there's also a need to develop soft skills of leaders. So very quickly, an interesting research study was done in Ivory Coast recently, where they ran a group of entrepreneurs through some traditional business training, and they ran a different group of entrepreneurs through soft skills training around motivation, building your team, and then they had a control group. And in fact, there was no statistically significant difference in the group that did the business training, which is quite sobering for those of us who are in the industry of providing business training. We think it's possible to do it well, but it's often not done well. Interestingly, in the group that just had soft skills development and motivational training, there was a pretty statistically significant difference in revenue, profit, and job creation. So we think there's a real opportunity there to work with entrepreneurs to develop their skills as leaders, but also with their teams as well. I think it was the gentleman from CC Hub in Nigeria who said earlier that in fact talent is a bigger constraint for entrepreneurs than capital. So we think a real focus on talent, not just of entrepreneurs but of their teams, is a really exciting opportunity. Une dernière question peut-être. Tous les efforts des acteurs de l'écosystème convergent vers un objectif commun. La performance, le développement d'entrepreneurs qui performent. Comment on sait qu'un entrepreneur a réussi? Comment on sait qu'il a performé? Donc la question est, en quoi est-ce qu'on sait qu'une structure d'accompagnement, qu'un incubateur par exemple, a réussi? Quels sont les indicateurs de succès? Merci. Alors en fait, ça dépend de qui a monté cet incubateur. Si c'est un investisseur privé, comme on l'a vu au tournant des années 2010, Flat Six Lab en Égypte, qui a essaimé ensuite dans la région, c'était des business angels. Donc eux, leur performance, ils l'évaluaient sur est-ce qu'ils vont gagner de l'argent, est-ce que leurs startups vont croître, vont gagner de l'argent, vont performer. Si c'est un incubateur qui est financé par une autorité locale ou par un bailleur public, qu'il soit international ou local, c'est pas tout à fait la même chose. On va regarder quel est le retour sur investissement pour l'écosystème. Est-ce qu'on attire des talents sur le territoire? Est-ce qu'on crée de la sous-traitance? Est-ce qu'on fait travailler à l'université? Est-ce qu'on emploie les jeunes de l'université? Donc on va regarder un petit peu les choses différemment. Ce qui est assez étonnant, ce qui m'a étonné, parce qu'on a fait un mapping, on suit depuis 2012 un mapping des tech hubs en fait, dans la région Méditerranée. C'est qu'aujourd'hui, les tech hubs, les premiers tech hubs qui ont été lancés à fin des années 90, c'était le Technopark à Casablanca, c'était Beritech au Liban et c'était El Ghazala en Tunisie. Et ben, ces trois-là, ils sont toujours là et ils sont toujours au centre de leur écosystème. Mehdi Alaoui, il a monté la factory sur le toit du Technopark. Donc ils ont eu l'intelligence de se transformer, d'évoluer, de sentir les opportunités qui évoluaient. Dans le cas de Beritech, ils ont très vite créé des fonds de VC. Ils ont ensuite fait du business support, de l'hôtel d'entreprise avec service. Ils ont créé 2 clusters, un cluster dans l'agritech, un cluster dans les industries créatives. Donc ils ont su constamment être à l'écoute des opportunités, des besoins des entrepreneurs pour faire avancer leur structure. Et ils sont toujours, le Technopark Casa, à une époque, ils ont géré Technopark, la société, MITC, à une époque, ils ont géré des fonds. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais donc, ils ont su évoluer, et ça, c'est très intéressant, et c'est peut-être la clé de la survie de tous ces tech hubs, c'est que effectivement, il ne faut pas compter sur c'est une aventure entrepreneuriale que de gérer un tech hub, et donc il faut évoluer, il faut pivoter, il faut savoir développer ces nouveaux services, quoi, et apporter de la valeur. So, last question before we turn to the audience, and the last question should not surprise you because you led me to this question, and you said earlier that
We're not going to entrepreneur our way out of our problems on the continent, and yet there's a very strong belief on the continent that that's the only way we're going to get ourselves out of, some of our challenges. And for those of you who in the audience who know this, Africa is the youngest continent in the world. Over 500 million young Africans are under the age of 19. So there's a lot of young people that needs to be educated and be provided with jobs. So if it is not entrepreneurship, how are we going to engineer our way out of our problems? Okay, I mean, that's a great question. And I think, I know I said that before, but entrepreneurship is one of the ways, right? But mentoring, and so mentorship programs that we need to have is very, very key. But what you tend to see around our continent a lot is the input or investment into under 35s and, somebody that's 25 to 35-year-old, typically African, would not be a leader, right? Because our culture is not set up that way. So when you look at somebody that's over 35, 45, that's where you need to focus in, right? And then you get those people to then mentor the next generation coming in. It's almost like we need to create a pipeline. But when we look at hubs, the reason why hubs are spreading across Africa at the moment is because they're responding to needs that a lot of us hubs that were based in the cities did not respond to, right? So somebody in the village somewhere also got problems, and how are they going to solve those problems? They figured they need to create a hub, and then you got a funder who's coming externally with their own agenda to then help them create that hub. So for me, we need to have a system. We need to agree that as a nation or as a continent, this is what we need to achieve, and then execute it, open our borders, so to speak. Because in Kenya, you have great investment programs in Kenya, but then what you will find is the investors will only invest in Kenya, but then you have somebody in Ghana that have a similar great idea, the market works over there, but you will not invest over there. So we need to have a continental program as opposed to a regional program. And I mean, when you look at a program like IADA program, and I'm not saying it because I'm part of it, the first time you have Francophone and Anglophone startups crossing borders, we don't even involve government. We're doing it on our own way. So you got the hubs and the entrepreneurs working together for the first time. So we need to look at the continent as a whole as opposed to individual countries and say, okay, well, I'm based in South Africa, so I'm going to invest in South Africa only, when you have great ideas across the continent. So if we want to use entrepreneurship to engineer our problem, then we need to also engineer the funding and the resources that needs to go continental as opposed to regional. All right, thank you. Merci. Je pense qu'on a quelques temps pour prendre des questions de l'audience. S'il y a des questions, on a une question à l'arrière. S'il y a d'autres questions, levez la main s'il vous plaît. I have a question to Josia. Could you please present Unlocking Women and Technology Initiative? Please. Okay, so Unlocking Women and Technology is one program that iSpace kind of engineered in that sense to bring women into tech. So it's a whole year's program, because I think Rebecca talked about the whole workshop thing that people do. So we decided we're going to do a whole year's program. So it runs every 3 months. So you literally go through the first stage. We teach you from ideation in the first 3 months, then you go development before we incubate you. So it's a whole year's program, both technical and business, and aimed at women alone in that sense. But they can have like male counterparts, but the founder has to be a female. And the idea that you have is not only tech-based, it could cut across. We just kind of build technology and business around you. So that's, in a nutshell, what Unlocking Women and Technology is about, really. And just another question, and what do you think about, and that's for everyone, the role of African women in this environment? Because we have an image of African women as like superheroes, almost, that they are very performative in entrepreneurship, and I would like to know your insight on that. Okay. Rebecca? Thanks. Such a great question. So interestingly, we see really consistently that if we have a cohort that starts off with 45% women and 55% men, by the end, that's flipped.
So men are much more likely to drop out of the program. Women are much more likely not only to complete the program, but to convert what they learn into real impact in their business. So they're more likely to increase their revenues, create jobs. They anecdotally, I'm not sure we have the data for this yet, but they seem to be more likely to want to empower and build their teams. The one thing we haven't seen yet is evidence that they're then able to translate that into access to capital. And that many of our partners are also seeing. So while women entrepreneurs are outperforming at pretty much every level, they're still not accessing capital at the same level as men. And that's for multiple reasons. I think it will take longer than this session to explore. But as one example, I was talking to one of our entrepreneurs recently who had managed to get a bank loan of about $50,000 for her business. And the condition of getting this loan was she had to give a title deed to her house, so there was collateral required. She had to get her husband's permission to do that. And the deal with her husband was that, that she give him $20,000 of the $50,000 in order to secure the title deed. So immediately from that $50,000 loan, $20,000 went to her husband for who knows what, nothing to do with the business. So I'm not saying that all women entrepreneurs face exactly that challenge, but there are clearly challenges that go, that go deep. Yeah. I think in the context of Ghana, we see a lot of women, particularly, I'll probably say about 80% of our economy is driven in that sense. But it's because the women, quote unquote, are not doing the sexy stuff, like the sexy businesses. So I think the job now is how do we help them kind of brand that so that they could be able to get loans or keep their finances for them to be able to get the financial support from the bank. So for us, the work in hubs, maybe this is our job now to help these businesses rebrand themselves, to position themselves for funding and then scaling in that sense. On va peut-être prendre une dernière question. Alors bonjour à tous, je m'appelle Fatou Ratsa, je suis CEO de Morafa, je suis basée au Sénégal. Alors moi, quand je vois l'émergence du leadership entrepreneurial, je me pose la question sur le leadership en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce soit les investisseurs ou les acteurs de l'écosystème, on s'attarde plus sur les résultats en fait que sur les contenus. C'est-à-dire qui l'idée, quoi l'idée. Je crois que l'Afrique a quand même assez de richesses à mettre en valeur et les questions doivent tourner sur qu'est-ce qu'il faut en réalité l'idée et qu'est-ce qu'il faut en fait. Et aujourd'hui, je crois que pour aider les entrepreneurs, c'est qu'est-ce qu'il faut dans l'écosystème où ils sont et comment mettre en valeur ce qu'ils ont dans leur propre terroir, en fait. Merci. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais en tout cas, ça évoque quelque chose par rapport au monde des startups. Le monde des startups, c'est un marché d'offres, c'est-à-dire qu'on invente un marché, souvent. En Afrique, il y a une demande qui est monumentale sur des pans de marché qu'il faut adresser de toute façon. Et donc, finalement, ce mouvement des startups, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce qu'on va voir en Afrique, que ce qui peut se passer ailleurs, où des marchés étaient saturés et on crée des nouvelles offres. Enfin, voilà, mais vous avez raison, en matière d'accès à la santé, ou d'accès aux médicaments, de sécurité alimentaire, d'accès aux ressources naturelles, aux biens publics, aux commodities. Il y a tellement de choses à faire qui sont des marchés assez traditionnels et qui peuvent adresser avec des solutions propres au marché africain parce que les niveaux de capitaux ne sont pas les mêmes, les niveaux technologiques ne sont pas les mêmes, qu'il y a des milliards de solutions à inventer qui peuvent inspirer d'ailleurs le reste du monde ensuite. Mais en tout cas, il y a plein d'opportunités endogènes en Afrique sur des secteurs assez traditionnels, quoi. Merci. Je pense que ça y est, c'est la fin de notre session. Si on peut juste applaudir nos intervenants. Merci. Merci. Merci à tous.